français dans un contexte particulièrement chargé en termes d'actualité, puisqu'il y a eu récemment la validation, et puis encore plus récemment le remplacement du safe harbor. Il y a le règlement européen dont le texte a été adopté, dont le texte est figé, qui est encore un petit aléa, mais un petit sur son adoption, parce que tant que c'est pas voté, mais au delà de ça, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète, sur son adoption. Et puis, il y a le débat sur le vote en première lecture du projet de loi Le Maire, qui comprend un certain nombre de dispositions concernant les données à caractère personnel. La loi sur la santé, avec aussi des dispositions concernant certaines données à caractère personnel, vient d'être votée. Bref, ça bouge dans tous les sens et dans une certaine mesure, c'est normal, mais c'est aussi l'interconnexion ou l'interaction de séries qui sont un peu indépendantes. La première série, c'est ce que vous avez décrit, la sortie de la donnée des systèmes d'information. Ou plus précisément, on est passé d'une donnée qui était un élément d'un système d'information à des systèmes d'information qui vont être de plus en plus structurés autour de ce que l'on appelle des lacs de données, c'est-à-dire des entrepôts de données. Ce ne sera plus les bases de données SQL ou autres formats de ce type-là, mais des lacs de données sur lesquels viendront s'installer des applications qui fourniront les résultats demandés. Donc on a techniquement quelque chose qui change et qui n'est pas loin de rappeler une période que je n'ai pas connue, qui était celle du passage de la machine à vapeur au moteur à explosion. Ça produit à peu près le même résultat, ça fait du bruit, ça permet de bouger, mais ça ne marche pas de la même façon. Ça, c'est le premier facteur important. Ça s'est appelé Big Data, ça s'appelle Smart Data. Bref, en tout cas, ce qui est important, c'est l'émergence de la donnée, qui est aussi un sujet un petit peu compliqué d'un point de vue sémantique, parce que données, c'est data en anglais, mais ça n'a pas exactement le même sens. Et il y a des travaux scientifiques auxquels, au nord de la FCDP, je participe sur qu'est-ce qu'une donnée d'un point de vue économique, d'un point de vue technique aujourd'hui. Donc là, ça c'est le premier facteur de changement. Deuxième facteur de changement, c'est le règlement européen. Ça, c'est aussi un facteur de rupture tout à fait conséquent. Je pense que ce n'est pas la même série, parce qu'en fait, les réflexions sur le règlement européen sont des réflexions qui sont anciennes, et que globalement, c'est quelque chose qui correspond à l'état de l'art, technique, scientifique, de 2009. Donc il y a 5-6 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées depuis. N'empêche qu'il y a une rupture, et une rupture très positive, dans la manière dont seront gérées les données personnelles à partir de la mise en place du règlement européen, c'est-à-dire s'il est adopté autour de la fin du premier semestre, ça sera pour mi-2018, et il va y avoir du travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Alors qu'est-ce qui change? Tout simplement, une mauvaise trachéite, je suis ici contre la vie médicale, mais comme je ne suis pas salarié, je n'ai pas à en tenir compte. Alors, si, terriblement, mais autrement je ne serais pas plus, je vous aurais parlé par Skype. Donc qu'est-ce qui va changer? Tout d'abord, on change de logique de régulation. Ce sera de moins en moins de déclarations préalables, et de plus en plus un principe d'accountability. Qu'on n'a pas traduit en français, connaissez-vous? C'est le devoir de rendre. Voilà, on voit tout de suite que quand on traduit certains termes anglo-saxons en français, on rallonge un peu la sauce, et en fait on traduit pas, on donne une définition. En tout cas, c'est très bien d'avoir cette définition. Un point qui va être important et qui va particulièrement impacter le secteur financier, la désignation de la DPO, c'est-à-dire, pour faire simple, pour parler de ce qui existe aujourd'hui, d'un correspondant informatique et PRP, dont les missions sont précisées et renforcées, va devenir quasi obligatoire, en fonction donc, des critères qui vous seront présentés tout à l'heure,
qui sont précisées dans le règlement. Deuxièmement, il y a l'obligation de documenter beaucoup plus ce qui est fait. Bon, ayant travaillé dans le secteur financier, je pense que la documentation des opérations à des fins de compliance est quelque chose auquel vous êtes totalement rodé. Pour vous, ce sera un nouveau cas d'application, mais la démarche est déjà enclenchée. Il y a d'autres points qui sont intéressants, c'est l'étude préalable d'impact sur la vie privée, traduit en anglais par Privacy Impact Assessment. Et puis, d'autres points qui sont beaucoup plus techniques, c'est le Privacy by Design, Privacy by Default. C'est-à-dire que la prise en compte des obligations et des besoins de protection de la vie privée doivent intervenir beaucoup plus en amont qu'elles ne doivent être en principe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on passe par une intégration de ces besoins de protection de la vie privée dans l'ensemble de l'activité utilisant des données à caractère personnel, alors que c'était en transition, mais on partait d'un point qui était celui d'avant la loi de 2004, où finalement la déclaration CNIL, c'était ce qu'on faisait en dernier, une fois que le truc tournait, et l'essentiel étant de cocher les bonnes cases dans le formulaire à envoyer à la CNIL, et surtout ne pas être trop près de ce qui se passe. Là, c'est une évolution assez sensible, c'est-à-dire qu'il faudra être beaucoup plus proche du fonctionnement effectif du traitement de données personnelles qu'on l'était. Mais ce n'est que la suite d'une évolution qui est déjà enclenchée, engagée chez de nombreux acteurs qui pourront en parler. Je pense à Marie-Noël, je pense à Philippe. Ça la laisse pas, Marie-Noël? Mon téléphone vient me dire qu'il me reste 5 minutes ou 10 minutes, je vais la manière dont on compte, je vais tâcher d'aller vite. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est pas simplement pour embêter les entreprises, mais c'est aussi pour renforcer les droits des personnes concernées, des citoyens, des consommateurs. Parmi ce qui est notable, il y a bien évidemment le droit à l'oubli numérique, donc il y a quelque chose dont vous avez parlé, et puis il y a quelque chose qui, à mon avis, est très important, qui rejoint le sujet des fintech, c'est celui de la portabilité des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un droit d'accès à la rectification que je peux exercer sans avoir à le justifier. Bon, je ne citerai pas le nom de cette banque originaire d'Asie du Sud-Est et plutôt d'origine anglo-saxonne, mais quand j'ai pu exercer ce droit dans cet établissement, ils ont commencé par me demander de faire un chèque de 2,57 €, ça fait toujours plaisir, et deuxièmement de me dire mais pourquoi vous voulez ça? Donc là il y a quand même des progrès à faire, et dans cet établissement, pas dans l'ensemble de la place. Et d'autre part, c'est pas le droit à la portabilité. Le droit à la portabilité, c'est le droit de récupérer les données dont je dispose en tant qu'établissement, les données qui me concernent en tant que personne physique, auprès, dans ce cas d'un établissement financier, d'un assureur, sous un format réutilisable. Ben oui. Je crois que certains d'entre vous ont beaucoup aimé les PFM, Personal Finance Manager, qui récupéraient des données bancaires pour fournir une information agrégée. Je crois qu'un équilibre a été trouvé, mais ça va devenir la norme que ces données soient utilisables et exportables auprès de la personne. Je pense que c'est un droit qui est important. Je pense que c'est un droit qui a aussi des enjeux importants pour l'emploi même des individus. Et c'est quelque chose qui ne sera pas si simple que ça à gérer, parce que les systèmes d'information, ils n'ont pas toujours été faits pour ça. Quand ils sont construits autour de l'acte donné, c'est pas un problème. Exercer votre droit d'accès auprès d'Amazon qui a construit son système d'information après les années 2000, c'est pas un problème. Ça arrive rapidement sur un CD et c'est très propre. Faites la même chose dans un établissement comme celui dans lequel je travaillais, où l'informatique a été construite, vous m'entendez? A été construite par couches successives, par migration successive, en une trentaine d'années,
avec des usines qui ont coûté extrêmement cher, qu'il est très difficile de faire évoluer, quand on est obligé de partir à la formation de manière manuelle, ça va être très dur d'être capable de répondre à ce nouveau roi. Et puis, vous l'avez plus ou moins pressenti, les violations, donc les pertes de données à caractère personnel devront être notifiées à l'autorité de protection des données et également à la personne. Alors, pour simplifier, il y a un chiffre qui est à retenir, un petit chiffre, c'est 4% du chiffre d'affaires. Et qui correspond à quoi, ce 4%? Allô, allô? Pardon? Non. Ça peut être le coût de traitement de la donnée, oui. Mais il y a une autre... ça peut être un coût... Pardon? Voilà, c'est le montant des sanctions qui seront plafonnées à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Alors, sachant que 4%, il faudra en avoir fait pas mal. Et deuxièmement, sur l'ensemble du territoire européen. Mais ça donne l'ordre de grandeur, c'est-à-dire que pour les établissements, enfin ça veut dire que à partir de 2020, parce qu'il faut que les infractions et manquements soient effectués, que la procédure de sanction avance, il y aura des sanctions de plusieurs dizaines de millions. C'est pas moi qui vous prononcerai, mais si on raisonne par rapport à ce que l'on voit dans d'autres domaines où il y a des sanctions qui sont à peu près également en proportion du chiffre d'affaires, c'est des montants que l'on risque qui sont proches de ceux du droit de la concurrence, des infractions en matière d'embargo ou d'autres manquements aux réglementations bancaires et financières. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de tout à fait significatif. Et si on doit retenir une forme de message un petit peu politique et subliminal du règlement européen, ça devient la protection, la bonne gestion des données à caractère personnel devient un enjeu aussi important que le respect du principe de la concurrence qui lui figure dans le traité de Rome. Donc c'est-à-dire que les enjeux autour des données sont des enjeux tout à fait significatifs et importants. Je rebouclerai donc là-dessus, à la fois parce qu'il y a cet aspect lié à l'évolution réglementaire, lié aux données à caractère personnel, et puis également, comme vous le rappeliez dans votre introduction, la donnée est reconnue, alors évidemment il y a des moments où c'est survendu, mais c'est quand même quelque chose de fond, comme étant un des facteurs de création de valeur au début du XXIe siècle. Donc on a deux éléments qui sont importants. C'est un facteur très significatif de création de valeur, mais dès qu'on touche à la personne, à l'individu, on tombe dans le domaine des données à caractère personnel, et de très loin, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et le règlement européen rappelle que c'est quelque chose d'important et très durement sanctionné. Voilà.